Des temps très durs à cette époque, il ne nous restait que la foi. Tout notre malheur pesait sur nous, mais l'Allemagne se sentait armée de cette force de foi. Nous n'étions qu'une poignée d'hommes, mais notre foi nous donnait la force d'arracher le peuple entier à son malheur, même que nous fûmes des combattants. Chers tous, chers blancos de la street, ou de la cambrousse d'ailleurs, comme vous voulez, comme à notre habitude, nous commençons par traiter de notre actualité dissidente et trollesque, avec quelques potins d'extrême droite pour alimenter nos goïms sûrs du milieu. On tente un petit peu d'actualiser le format. Tout d'abord, je commence par le remerciement tout de même, avec la mention d'intégralisme organique dans l'émission Les Crayons Flingueurs, que vous avez ici même, n'est-il pas, toujours dans le bandeau vidéo, qui est une nouvelle émission, d'ailleurs c'était dans l'épisode 1, comme l'un des intervenants est Amblard de Guéry et qu'il fut contributeur sur notre site, d'ailleurs qu'il continuera peut-être un petit peu, eh bien il en a fait mention au début d'émission, donc ça fait plaisir, nous le saluons pour cela. Une émission donc des Crayons Flingueurs qui est somme toute nationaliste, sympathique et traite pas mal de géopolitique. Vous pouvez les retrouver un petit peu partout entre Odyssée, YouTube et Twitter X entre autres choses. Dans les émissions d'ailleurs, je suis passé récemment au Parti de la France avec Alexandre Inger, donc il y a 2 vidéos, un double passage qui est acté. Donc il ne faut pas être pressé parce que les 2 vidéos peuvent sortir peut-être pas sur un trimestre, mais voilà, quelques semaines, voire quelques mois, dont l'une des 2 donc des vidéos est un format Fast and Curious, pour ceux qui connaissent, donc assez rapide, assez trollesque. Dernièrement d'ailleurs je cherche à propager, à défendre ma ligne éditoriale, mes idées donc qui sont présentes sur intégralisme organique et qui, je l'estime, arrive suffisamment à maturité maintenant, donc il va falloir que de plus en plus j'expose la chose à tout vent, même si certes de préférence dans les bonnes émissions, même petites d'ailleurs, nous sommes prêts à accepter pas mal de choses, je disais peut-être pas tout, en tout cas nous en profitons pour demander à chacun et chacune, pour faire voilà, les libéraux, les gauchistes, selon son réseau, selon les personnes qu'ils suivent, qu'ils connaissent, d'essayer de nous déloger des petites émissions, de nous en trouver des invitations si c'est possible, avoir le sujet et les personnes, mais a priori, que ce soit entretiens cordiaux, voire débats, controverses, etc. Là aussi, nous sommes assez ouverts. Attention, donc, invitation acceptée, bon, peut-être à l'exception de gros cassos, si vous me dites que c'est avec Jean Robin, ça va peut-être pas me faire trop fantasmer, pour ceux qui connaissent la chaîne Tatami Pieds dans la même merde, ou un titre de ce genre sur YouTube, vous devrez trouver assez rapidement, il y a de quoi s'amuser. Il y a des petits potins aussi sur Maître Plomplon là-dessus d'ailleurs, donc des petites vidéos rapides et intéressantes, très contradictoires, on va dire. Vous avez aussi peut-être l'ultra conspi Barjo, genre Laurent Glosy, qui au demeurant est peut-être fort sympathique, mais voilà, je préfère pour des raisons de crédibilité peut-être m'écarter de certaines choses, là où tout milieu, en fait, si c'est nationaliste, catholique, voire un peu paganos, par exemple dans la nouvelle droite, si c'est Méridien Zéro, c'est tout à fait intéressant. Je le mentionne parce que ce n'est pas encore acté, mais il y a des chances que je passe dans leur émission pour une raison ou un autre d'ailleurs. Est-ce que ce sera pour parler de ma ligne éditoriale comme je dis ou d'actualité? Voilà, les deux peuvent se mêler, se mélanger, nous verrons bien, mais j'essaie de pousser en ce sens. J'étais passé aussi par exemple au fil des postes de Guillaume Vonazel par exemple, c'est déjà fait, peut-être referons-nous une émission, que sais-je. Controverse, disais-je, je crois qu'il y a une mention dans les lives d'Amalek récentes, mais je n'ai pas écouté, donc je fais l'impasse dessus. L'écouterai-je d'ailleurs, le ferai-je, je ne sais. Mais je le signale comme ça très brièvement. J'ai le numéro d'échange d'ailleurs de Sébastien Quirero, qui est Monsieur K, nous ne sommes pas vraiment joints encore. À voir là aussi, est-ce qu'il y aura une petite ouverture? Pareil, entretien, débat, peu importe, nous verrons bien. Nous qui nous sommes exprimés sur, n'est-il pas, le débat
D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, cet article concerné. Et dernièrement, il y a une non-querelle, une non-affaire avec Adrien Bozit. Je dis ça comme ça car elle est plus interne, plutôt privée, mais en réalité pas vraiment. C'est quand même un peu semi-public pour l'instant, ce n'est pas très diffus. Et comme j'ai pu obtenir par la bande, par mon réseau supranazi, n'est-ce pas, j'ai effectué l'envoi d'une lettre numérique qui aura vocation à être publiée et diffuse dans un délai plus ou moins proche, mais voilà, vous aurez des nouvelles de cela, hein, selon la teneur de l'échange assez vif. Je dirais juste qu'il y a en quelque sorte une légère guerre froide d'entamer, froide cordiale. Nous essayons de rester catholiques, mais c'est assez difficile des deux côtés de se tenir. En tout cas, j'avais en quelque sorte tendu un petit piège de crevard avec Facebook sur son mur afin de partager ce que j'avais écrit de cette controverse, de ce débat ici présent, ici mentionné. Donc voilà, restez connectés, j'en dirai davantage incessamment sous peu. Comme dirait l'autre, cliquez bande de bip. Voilà, on va éviter les mots grossiers. Petite recommandation maintenant, hein, écoutez Oremus. À suivre de près, bah, vous avez d'ailleurs un petit relais ici même, hein, dans le petit bandeau vidéo qui donne envie de cliquer là aussi, comme je disais. À suivre de près, vraiment, hein, ça doit devenir un petit audio de référence. Rire et culture garantie. Pas évident à la recherche sur la toile cependant, puisque si vous tapez Oremus avec la recherche Google entre autres, vous risquez de tomber sur des photos de messe par exemple. Alors il faut taper peut-être Oremus podcast national catholique, Oremus officiel à la limite, entre Telegram, Gab ou Odyssée, vous devrez trouver une des plateformes, hein, allez-y, c'est de la frappe, je tenterai de mettre le lien en description, catho-facho comme on aime. Ça traite voilà, d'actualité, de doctrine à Oremus, du reste un petit peu comme nous le faisons nous à notre façon. Petite remarque, ne vous laissez pas démoraliser ou berner par le nombre de vues de ces petites chroniques, hein. C'est vrai que ça intéresse moins que les conférences officielles qui peuvent être données ou des entretiens cordiaux comme ceux qui vont sortir, mais je préfère influencer 1000 hommes ou sinon quelques centaines d'hommes de qualité plutôt que 200 000 queutards et autres simpistes premiers de bas étage prêts à financer la thaïsophilie. Ce qui me maintient, moi, vraiment, c'est le recherche de la vérité, vraiment. Le fait de tenir le verbe, avoir la bonne parole, dixit évangile, avec la finalité en tête. Hein. Les étapes intermédiaires ne m'intéressent pas plus que ça. Et ensuite, de bien diffuser les choses, hein, le plus largement possible dans un second temps, en effet. Aussi, ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est de connaître en partie les gens qui me suivent et qui d'ailleurs m'aident dans la vie de tous les jours à contribuer, à améliorer mes contributions, à m'influencer, à me donner des références. Voilà, la sociabilité est très importante. C'est ainsi que j'organise d'ailleurs pour les franciliens des restaurants réguliers sur Paris, hein, ou aux abords de Paris, mais Paris-Centre plutôt, intramuros. C'est pourquoi vous pouvez vous signaler discrètement si vous voulez manger un morceau avec notre petit groupe. Après filtrage et échanges cordiaux, ça devrait tout à fait pouvoir se faire. J'ai des petits groupes comme ça, d'ailleurs Telegram à dessein, et notamment un de décisionnisme politico-théologique, là aussi pour ceux qui aiment bien les débats de fond. Il ne faut pas hésiter à entrer en contact, il y a de quoi vous intéresser à mon avis. Pour le suivi des articles, sensible augmentation dans les statistiques. Je remarque qu'avant j'avais de nombreuses venues de la part de moteurs de recherche comme Google. Maintenant il y a un tout petit peu de Google et du DuckDuckGo. Je vous invite à utiliser les moteurs de recherche un petit peu moins discriminatoires, parce que la discrimination c'est mal, la discrimination ça n'est pas bien. Donc en utilisant DuckDuckGo, en sachant que Google m'apportait peut-être 30-50 lecteurs à la journée facilement avant, au minimum. Maintenant c'est plutôt 5 à 10 quoi, donc c'est déjà ça. Bon, enfin bon, c'est peut-être des gens qui connaissent déjà le site,
et qui, la plupart du temps, s'y connectent directement. J'ai le souci d'invisibilisation aussi sur YouTube, hein, comme vous pouvez remarquer, il y a quand même 5000 abonnés, ou presque, j'arrondis, hein. Ça ne pousse pas tant que ça n'aide pas tant que ça, d'ailleurs c'est amusant. Voilà. Petit plus qui va ensemble, les réseaux sociaux, hein, je profite du rappel, je suis présent partout, entre guillemets, peut-être pas sur TikTok qui n'est pas très politique. Instagram à la limite c'est l'est, mais je n'y suis pas. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo, relayer les diffusions de mes articles régulièrement, hein, j'encourage à le faire autour de votre entourage proche ou différents cercles sur la toile que vous pouvez avoir, hein. Je peux être présent sous le nom du site internet ou de moi-même, F. Rouanet, entre autres choses, sur Telegram, Gab, Twitter, X, VK, Facebook, Discord, entre autres choses. Pour l'aspect militant et pas que cyber-militant, militant numérique, n'est-ce pas? Pensez à vous former, mais également à devenir plus des acteurs que des consommateurs. C'est pour ça que je vous invite à peut-être pas rentrer en contact direct avec nous, mais vous voyez un petit peu l'idée, hein. Je préfère voilà, que vous soyez même au minimum des colleurs d'affiches, c'est très bien, que la France bouge comme dans la chanson de l'Action française. Non, non, la France bouge, la gueule, non, non, arrêtez le trahison. Autant que faire se peut. Notamment en fondant, pourquoi pas, des petites cellules locales, doctrinales, militantes et discrètes, surtout si vous êtes dans des régions françaises un petit peu moins garnies, dans des plus petites villes. Voilà, là vous avez peut-être une chapelle traditionnaliste autour de vous, des petits mouvements plus ou moins identitaires, et là il y a de quoi choper 2-3 bonnes têtes et vous faire votre petit groupe. Ça, je vous y encourage vivement, en sachant que j'ai eu écho de ce petit phénomène justement dans les régions de France, peut-être plus l'ouest français, qui est très bien desservi dans nos matières. Donc voilà, je soutiens tous ces mouvements, mouvement au sens large du terme, hein. C'est pas forcément une association loi 1901, on va dire. Je le soutiens avec haute félicité et j'ai ouï dire que voilà, ça existe, ce genre de petites cellules catho-facho là encore qui se forment, et c'est merveilleux, hein, comme le déplorait par crainte en disant que c'est inquiétant, je crois, textuellement, Davos Klaus Schwab dans ses bouquins qui avaient été assez diffus lors de la crise Covid. Il disait que quand les idées un peu identitaires, patriotiques, nationalistes, etc., s'allier en plus à l'aspect religieux, à la volonté de pratiquer une foi ou des choses comme ça, il disait voilà, c'était sick, inquiétant. Petite complication dont je vous fais part car j'en fais très peu état et ça peut intéresser, c'est pas spécialement des potins, mais j'ai déjà eu, je mentionnerai 2 petits trophées. Ce ne sont pas des quenelles d'or, hein, ce sont des petits exemples. Déjà en 2018, j'avais été condamné pour des petits propos comme ça, laissés librement sur peut-être 2 articles de démocratie participative. Et ça fait mal, hein, financièrement, j'avoue, ça pourrait en arrêter plus d'un. J'avais fait le choix de prendre un avocat pour le coup, mais en comptant avec les frais et les condamnations, ça donne quelque chose comme 10 000 presque, quoi. On arrive presque, enfin même oui, si, peut-être 5 chiffres légèrement dépassés de pertes là-dessus, hein. Je ne fais pas ça pour faire un appel aux dons du tout, hein. C'était il y a quand même 4-5 ans, il faut pas exagérer. Et je ne vais pas vous faire les poches, il y a des gens organisés qui savent mieux le faire que moi. Et également deuxième petite mention, donc je disais, avec une garde à vue qui n'avait duré que 24 heures certes, mais les policiers m'avaient levé du lit à 6 heures du matin, hein, toc toc, en 2022, donc c'est plus récent, hein, l'année dernière, en janvier d'ailleurs, tout début d'année. Il faut savoir que j'étais en période d'essai dans une petite entreprise, et ça m'avait valu, en plus en période d'essai, donc une absence injustifiée en pleine semaine, comme ça. Donc j'avais été viré, et pourquoi j'en parle, ça m'est resté quand même un petit peu dans la tête, et j'en fais mention aux parties de la France, c'est que j'étais en plus en période de fiançailles, quoi. Donc il y avait promesse de mariage, etc., mis à la porte professionnellement dans ces cas-là. Je vous raconte pas la chose. Bref, cessons donc les potins du jour, les potins de notre actualité, même si je sais que vous aimez ça, et que vous allez vous arrêter de m'écouter à partir de maintenant, alors qu'il ne faut pas. Thème de fond du jour, vous savez que la dernière fois,
c'était nos humanités. Et en fait, j'ai un petit peu pour thème là de faire des chroniques un petit peu selon nos catégories phares présentées sur le site, qui aura à terme même des pages dédiées. Vous avez vu donc les humanités. Maintenant, ça va être un autre sujet. Je pense que l'apothéose, un peu la fin, ce sera quand on fera le petit dossier conclaviste, très certainement, là, qui va faire remuer plus d'un clerc et autres. Donc la chronique ensuite parlera davantage de nos derniers articles pour faire un petit peu plus chronique d'actualité. Ce sera peut-être un peu plus accrocheur d'ailleurs en ce sens. Donc je disais, après nos humanités gréco-latines avec les belles lettres françaises qui s'ensuivent, voici l'occitanisme. Deux sujets pour lesquels j'ai déjà tenu conférence d'ailleurs, ici enrichis par de la documentation diverses et variées et non avariées, régulière, vivante, diffusée sur des années sur notre site. Donc voilà pour cette deuxième partie. Celle du jour, l'occitanisme d'Occident, pour le dire avec l'accent, les Occitans d'Occident. Ainsi voilà, c'est parti, nous revoilà dans le concret avec l'occitanisme, donc catégorie avec une petite cinquantaine d'articles, n'est-il pas quarantaine, cinquantaine, oui, même si nous ne sommes pas en quarantaine. Je parlais donc de la conférence, la voici pour montrer le lien BitChute, elle doit pouvoir être trouvable également sur YouTube, entre autres choses. D'ailleurs, cet article du même titre retrace un petit peu toutes les citations qui ont été données durant cette conférence, d'où son importance. C'est un article qui a été assez lu d'ailleurs, avec une petite formule pour parler de Frédéric Mistral comme le grand Homère provençal, ce qui est tout à fait juste, et des citations complètes, subdivisées en diverses parties, où la première c'est un peu les déclarations de Frédéric Mistral elle-même, donc c'est beaucoup plus poétique, littéraire. Ça peut parler un petit peu de tout, référence à la Provence, au bassin méditerranéen, au Midi, à la France aussi, puisqu'il était provincialiste, nationaliste, européiste, pourquoi pas. Bon, à l'époque, c'était quand même un peu moins présent, je vais y revenir d'ailleurs. Deuxième partie, ça va être plutôt les citations des autres auteurs sur Frédéric Mistral, donc évidemment avec Charles Maurras, puisqu'ils se sont connus, et que Charles Maurras, dans sa première partie, où il était peut-être davantage païen, première partie qu'il ne l'a pas totalement renié non plus, il était davantage aussi décentralisateur d'ailleurs. C'était avant de faire la découverte de son monarchisme intégral. Donc il traite de belles lettres sur Mistral. On voit des citations d'Édouard Drummond, Maurice Barrès, donc on a la crème de la crème du nationalisme d'époque, n'est-ce pas, d'avant-guerre. Troisième partie aussi un petit peu plus sur l'aspect méridional gauloise, un petit peu plus antique. L'hostilité qu'il peut y avoir vis-à-vis du sudisme français, qui n'est pas le sudisme américain spécialement. Toujours par rapport au jacobinisme. Les faits libres et le fait librige, donc c'est tout ce mouvement. Fait libre, c'est un petit peu le poète occitan en quelque sorte. Donc voilà, 19e, 20e, vous aviez ce courant-là qui existait. Et je vous invite à le découvrir, cet ouvrage que j'ai passablement épié pour trouver toutes ces citations. C'est un ancien article, donc il y a 2-3 images d'inactives. Je remercie pour une récente contribution Augustin pour son petit article sur la croix camarguaise, puisque ça réactive un petit peu le sujet, vu que c'est le coin. Il est chaud en ce moment d'ailleurs, notre Augustin, avec des petits textes sur Chateaubriand et sur Tonton très souvent. Il devrait peut-être passer à un autre thème avant d'attraper l'hitlérite aiguë, ce que j'ai peut-être attrapé moi-même d'ailleurs. Donc bien le merci pour cet article réactivant un petit peu l'occitanisme. On dépoussière les sujets, on dépoussière les vieilles pierres afin de les retailler à notre sauce pour le monde fasciste de demain. Donc après être entré dans la catégorie, et vous pourrez voir qu'il y a à peu près 9 pages d'articles, d'aspects en fait assez régionalistes et provincialistes, sans être directement séparatiste, bien que l'on parle
et que l'on a mis un petit peu tout en avant, et que certaines idées peuvent être à prendre un petit peu dans tout courant. Donc là, ça peut considérer, on pourrait se dire, juste le sud de la France, certaines de ses compositions régionales et tout ça, mais au final, bien qu'on ait une culture particulière, un petit peu comme le nationalisme d'un autre pays peut nous inspirer nous-mêmes, eh bien, le régionalisme d'un Occitan peut très bien inspirer le régionalisme d'un Breton, qui est très bien dans l'ordre naturel, sans forcément s'opposer directement contre la nation, puisque la nation, justement, est enrichie de toutes ses composantes. C'est la bonne diversité, celle-ci, et c'est celle que nous défendons. Le national n'empêche pas l'universel, voilà, le particulier n'empêche pas l'universel, c'est parce qu'on est vraiment enraciné qu'on est homme, et que l'homme lui-même a différentes virtualités qui s'expriment à travers l'expression de différents peuples. Voilà, c'est comme l'identité de genre et l'expression de genre. Lol. Ligne partagée, certes, un petit peu entre centralisation et décentralisation. Vous savez que Civitas, par exemple, va défendre un petit peu le fédéralisme comme on défendait la féodalité. C'est un petit peu le fédéralisme, c'est un peu la féodalité 2.0 moderne, un peu plus décentralisatrice, ce qu'est le reste de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne en général, ils sont beaucoup moins jacobins, voilà, justement, parce que nous avons eu les capétiens, le gallicanisme, le jacobinisme avec la Révolution française, mais un mouvement aussi très centralisateur avec nos impressions, c'est tout de même le fascisme, qui avait besoin, en effet, dans son contexte, de fonder une certaine unité, une unité forte, si bien que selon les périodes, l'un ou l'autre peut mieux convenir. C'est aussi ça qu'il faudra retenir, en sachant que si vous avez une grande aristocratie où dans chaque échelon, les meilleurs sont bien représentés dans toutes les régions, alors peut-être que décentralisé est meilleur. Si l'aristocratie ne vaut plus grand-chose, alors il vaut peut-être mieux dans ces cas-là que la force d'État prenne, hélas ou pas, le relais. Cette catégorie de l'occitanisme recouvre un petit peu différents volets, en fait, puisque il y a cet aspect fait libre, il y a cet aspect maurassien, il y a la période de collaboration, nous allons le voir, c'est assez connu d'ailleurs pour les Bretons, qui ont collaboré avec l'Allemagne en espérant réactiver bien plus la culture régionale de leur région. Ça a pu exister dans le nord de la France comme dans le sud de la France. D'ailleurs, je vous ferai remarquer. Et du nord au midi, la sauvette guerrière a sonné l'heure des combats. La chose, c'est l'occitanisme moderne, moderne qui n'est pas forcément une insulte en soi, et donc nous allons nous plonger un petit peu dans cette culture, hélas avortée à cause de l'hérésie arienne et de la réaction qu'il y eut de l'Empire franc et de l'Église catholique. C'est pourquoi des fois les Occitans se perdent un peu en voulant faire l'éloge de leur région avec ces hérésies, n'est-ce pas? Il y a une petite distinction, je disais, entre ce félibrige traditionnel et l'occitanisme moderne, puisque l'occitanisme moderne a pu connaître les républiques, a pu connaître la collaboration, les démocraties d'après-guerre, et donc ce n'est pas forcément une insulte, mais il y a une part, ici ou là, de dégénérescence, d'accommodement, qui ont vu ces mouvements bien évoluer. Là où le félibrige, c'était beaucoup plus littéraire, mais il y avait énormément de monarchistes là-dedans. La priorité était unitaire, et c'était surtout de défendre et faire l'éloge de notre culture à nous, de faire l'éloge des cigales, si j'ose dire, si bien que c'était unitaire et ça regroupait tout. Il pouvait y avoir déjà, à l'époque de Frédéric Mistral, des républicains dans le lot, sans que ça ne gêne spécialement. Dans les mouvements récents, et nous allons y revenir, vous avez le Parti de la Nation Occitane qui s'est dédiabolisé, un petit peu comme le Front National qui est devenu le Rassemblement National, puisque c'était le Parti Nationaliste Occitan avant, le PNO, et là en effet c'était bien plus radical et nous y reviendrons. Vous avez également la Ligue du Midi, à l'heure actuelle, qui est un petit peu le Parti de la France version occitan, oui, on peut dire ça comme ça, dans le sens où voilà, il y a un petit soutien à Zemmour ou des choses comme ça, c'est cette ligne-là, mais voilà, ça a le mérite d'être signalé, d'exister. Allez, plongeons-nous pour de bon avec un bel article, là on commence fort pour un national-socialisme occitan avec Louis Alibert, hélas la photo est tombée également,
Donc Loïs Alibert a bien unifié récemment la langue occitane pour lui donner, outre ses dialectes et ses variantes dialectales, régionales, qui d'une commune à l'autre peuvent changer, et bien là on a cherché à faire une unité. Là où comme Toulouse est une ville plus politique et plus puissante depuis fort long time, à savoir période médiévale, et bien la langue occitane aura tendance à être certes un petit peu plus sud-ouestisée, je sais pas comment dire, un peu plus issue de Midi-Pyrénées. Si vous êtes à la frontière sud-est, votre dialecte a des chances de ressembler légèrement plus à l'italien, tandis que si c'est sud-ouest, ça va être légèrement plus à l'espagnol, si vous voulez. Donc il y aura toujours des petites variantes, mais on vise quand même l'unité maximale, et c'est ce qui est enseigné à l'université de Toulouse, entre autres, à l'heure actuelle. Donc voilà, vous avez un petit peu son combat grammatical, le fait qu'il était patriote, et voilà, de mouvements assez proches de Maurice Barrès, Chateaubriand, des choses comme ça. Il y avait le mouvement collaboration. Donc voilà, vous avez des petites références par rapport à Rebatté, tout ça. Ça vous permet de voir. Ah oui, il y avait Limousin et NS, là c'était une petite image assez sympathique, c'est dommage là aussi. Pareil, donc je parlais de la fête de la Ligue du Midi, donc j'avais relayé un petit peu les discours de la journée, dire ce que j'en pense, point positif, négatif, moi je nommais rien. Là, long extrait de Occitanie libre du PNO, donc je vous en parlais, Parti nationaliste occitan et ses conclusions. C'est un petit livret, ça se lit assez rapidement, j'avais pu le trouver, il me semble en ligne plutôt, et le lire, et d'en faire une bonne petite recension. Vous voyez, les 60 pages sont devenues un bon petit article là, que vous voyez dans le défilement, voilà, séparé en chapitres si vous voulez les découvrir. L'image est fonctionnelle, là c'est parfait. Pareil, aspect positif et négatif, il est amusant de remarquer que, comme c'est François Fontentan qui en est le doctrinaire, vous avez en fait un peu un mélange de maurassisme et de marxisme, puisque il était d'une famille un peu plus action française et a dérivé plutôt à gauche sans se renier totalement, ce qui fait qu'il y a un peu un mélange droite révolutionnaire, qui n'est pas forcément là aussi une insulte en tout, d'ailleurs, on remarquera. Ce qui est très dérangeant, on le remarquera, c'est qu'il y a une hostilité à la France du Nord qui est quand même très prononcée, parce que voilà, il y a un séparatisme qui est professé, si bien que même là, l'immigré maghrébin est vu un petit peu comme un opprimé, ce qui est plus ou moins vrai, voilà, on peut accepter à la limite relativement le propos, mais si bien qu'ils sont un peu moins hostiles à l'immigration, limite nord-africaine, c'est presque ça, pas tout le monde, que aux Français du Nord, qui, voilà, selon eux, un petit peu les opprimeraient, si vous voulez. Donc voilà, il y a toute une série de propos. La théorie ethniste, nous allons la voir également, donc ça c'est du François Fontentan, qui a là encore ses mérites et ses points inaboutis. On remarquera que François Fontentan critique d'ailleurs l'Église catholique dans un certain point, et qui nous intéresse grandement, c'est qu'elle a eu tendance à soutenir plus le Saint-Empire que les royaumes plus nationalistes entre guillemets. Et il accusait un petit peu, même s'il a connu l'époque Vatican II, années 60 et tout ça, Jean XXIII ou Paul VI, de professer ces choses-là, ce qui n'est pas totalement faux, puisque ça se renie pas entièrement sur des sujets un peu de philo-politique, voilà. Donc c'est intéressant comme critique, et en même temps je ne la valide pas du tout. Mais il souligne ce point que les francophiles de l'églysiste n'osent pas, enfin méconnaissent et s'en fichent, quoi. Ils préfèrent rester dans leur surnaturalisme, etc. Donc voilà, vous avez un peu la carte occitane officielle. Suite, maestro. Échange vif entre le néo-parti de la nation occitane et Florian Rouanet. Je leur parachutais mes articles, j'étais un petit malin. Et il répondait. Donc ensuite, voilà, ça a pu donner suite à une petite publication peu officielle, en sachant que ça partait d'ailleurs de Facebook, le réseau social des boomers. J'y suis encore, mais bon, là, de moins en moins d'activité. Petit sous-titre qui est assez amusant, les régionalistes biscottes, c'est exactement ça. Du Étienne Chouard délavé et sidaïque.
je me fais rire tout seul. Voilà, donc là vous avez un petit peu tout le reniement hein, que l'on peut connaître également au Rassemblement National, sauf que eux ne passent pas à la télévision. Hein, donc là ça sent le raté monté en grade trop vite durant l'après-guerre, hein, qui a cru très très fortement en la démocratie, version très très fragile. Donc c'est assez agaçant, mais voilà, un Occitan d'Occident. Il signera, voilà, vous avez une petite impression écran qui montre que la liberté d'expression notamment, ils aiment ça, mais pas trop pour l'expression d'idées vraiment radicales. Hein. Voilà, donc petite publication également sur la franc-maçonnerie, on se fait plaisir, hein, on attrape des documents qui mêlent l'aspect régional à cet aspect politique. Vous avez cette ancienne antenne, on pourrait dire plus ou moins proche de Deus Vult, qui dans sa doctrine n'a pas spécialement pris une ride, hein. On pourrait relire tout cet aspect provincial, national, européen, universel dans cette page officielle de la doctrine de la phalange Saint-Martial. Je pense que c'est tout à fait intéressant, c'est lisible. Plongez-y vous avec grand plaisir. On pousse un petit peu plus dans la doctrine François Fontan, je disais les aspects assez intéressants de son aspect de gauche entre guillemets, socialo-économique en fait, puisque la droite a un petit peu plus de flouze historiquement, donc ne se pose pas trop ces questions-là, est moins dérangée. C'est vrai que les classes populaires ont tendance à manquer d'argent et à ne parler que de ça, outre une certaine communauté très organisée, etc. Donc voilà, mais bon. Il y a du bon à prendre, donc voilà, vous avez les bons passages de cité et ce que nous en pensons là aussi. Là vous voyez l'ethnisme, hein, donc j'en avais un petit peu touché mot sur l'aspect séparatiste, assez anti-universaliste, alors qu'il y a une dialectique entre les deux, même si je ne suis pas hegelien comme Joseph Merel. Voilà, vous pouvez quand même vous inspirer de pas mal de petites choses là-dessus, même ces définitions de la nation sont fort intéressantes. Il use même de la Russie soviétique, vous voyez, c'est certaines attaches. Il y a un petit peu un Soral, quoi, en quelque sorte, hein, très, très mêlé, personnage cultivé et mêlé, en fait, en la personne ici de François Fontan, donc, dont je réactive franchement avec moult plaisir la mémoire. Voilà, régionaliste, de même que fut une époque Boris Lelay parlait un petit peu de son aspect breton régional. Pareil, hein, doctrine ethnique. Donc là, vous voyez l'aspect international, c'est là très probablement où il y avait la documentation sur je ne sais plus si Jean 23 ou Montigny-Paul VI, mais vous voyez l'idée. Petite lésion là également avec nos humanités. Je crois que j'ai mentionné l'article, d'ailleurs, les grands écrivains de l'entre-deux-temps, c'est très intéressant, la Gaule romanisée et l'Antiquité tardive, puisque finalement l'Empire romain s'effondre, mais il a enseigné aux différents peuples d'Europe de l'Ouest, centrale, à parler sa langue, chacun avec son accent, mais si bien qu'il y avait une relative unité et pas vraiment de nationalisme dans les anciennes cités entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Évidemment, l'Antiquité tardive se christianise, et donc ça fait naître dans le temps le Moyen-Âge, bascule un peu entre les deux, et les chrétiens avaient baigné dans une culture païenne, dont ils vantaient parfois les vertus à titre naturel, et parfois une grande hostilité pour des raisons religieuses, polythéistes, etc., dont on dira la chose. Pourquoi Gaule romanisée d'ailleurs? C'est que le sud de la France, évidemment, a été bien plus latin, plus vite, et sa démographie en fait a été si forte que c'est pour ça que la langue française est elle-même latine dans sa majorité, alors que politiquement, on pourrait dire, c'est fondé par les Francs. Donc le francisque, la langue germanique, fait que ça aurait pu être une langue purement germanique. On retrouve cette influence qui convenait également apparemment dans la phonétique gauloise, mais également dans les langues germaniques, par exemple. Un cheval et tous les mots en queue, un chemin. Vous le dites en italien cavallo, camino, et en espagnol caballo, et camino également. Si bien que ce que devient che par l'influence, on peut dire en bonne partie, germanique de la France, du nord et du sud d'ailleurs, puisque le sud a aussi des influences germaniques, notamment très visigothiques dans le sud-ouest. Ethniquement, les Français du sud-ouest, bien qu'il y a la frontière montagne des Pyrénées,
Et les Espagnols ont une ethnie très proche. Ils sont très similaires à ce titre. Donc voilà, j'aurais dit pas mal de choses ici. Nous passons à la suite en restant dans le domaine de la littérature occitane, qui reste dans le cadre des humanités, surtout par la voix de Léon Daudet que j'avais cité dans la chronique précédente d'ailleurs, où vous avez toute une littérature oubliée là encore, que Léon Daudet réactive fièrement, lui qui était du milieu encore d'Action française. Donc là on retrouve les belles lettres, mais version sud de la France, qu'elle a pu apporter, notamment au travers de Frédéric Mistral déjà mentionné. Donc nous revenons sur lui. Je crois que c'était un article que j'ai mis en entier, paru dans la revue Fidélitaire. Les amis me l'avaient transmise. Donc à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle qui permettait, à partir des images, de faire un copier-coller de tout le texte, qui est quand même très efficace, même s'il n'est pas infaillible, contrairement au pape selon le Concile du Vatican. S'il vous plaît, voilà, je vous glisse ça au passage, c'est gratuit et ça n'est pas perdu. Donc voilà, vous avez ici l'aspect national catholique, justement, ça m'a donné l'idée du titre de la conférence sur la vie de Frédéric Mistral. Tac. Les faits libres et leur temps, donc Renaissance Doc et Opinion, c'est le livre de Philippe Martel, j'en ai profité pour le relayer, vu que je l'ai abondamment cité. Ça, c'en est un autre d'ailleurs, la Renaissance provençale, donc c'est pas tout à fait que le Sud Doc. J'ai pas mal d'autres ouvrages, d'ailleurs, bon, je vous ai pas ouvert tous les articles aussi sur la question, les essentiels, mais là aussi, les occitanistes modernes, entre l'éloge de la démocratie et de l'antiracisme, ils font peur, quoi. C'est sûr qu'on a envie de relire un petit peu plus le fait librige. C'est un petit peu mieux que les années post-Nuremberg, n'est-il pas? Ça, c'est un autre document, même si ça se limite peut-être un peu plus à l'aspect sud-est, donc toujours Maurras, Mistral, etc. Là, un bon dossier également, plus politique, philosophique. Je vous parlais précédemment de la féodalité et du fédéralisme. Donc là, on rentre en plein dedans. Je crois que j'avais mentionné Civitas, voilà. C'est dans sa revue. Elle avait fait un trimestre, ça remonte à un paquet d'années. Elle avait traité ce sujet, souvent avec des auteurs royalistes. C'est très intéressant. Je fais là aussi une ébauche de la chose, je relaie ce qu'il dit. J'en critique positivement la chose. Et donc ça a donné un bon document. Toujours dans le... Voilà, principe de totalité thomiste, les corps intermédiaires, le bien commun, on est en plein dedans. L'intermédiaire local, là aussi, la nation est enrichie de toute l'activité de ces différentes régions. J'ai mentionné Toulouse qui était très politique, il y avait Bordeaux qui était très actif économiquement. Et la capitale religieuse, elle, quant à elle, était Limoges, d'ailleurs. C'est assez amusant, il y avait un peu cette sainte trinité, là, si j'ose dire, comment on appelle ça dans Zelda ? Le triangle de la Triforce, voilà. Le triangle de la Triforce, Toulouse, Limoges et Bordeaux, à reconnaître pour les apologètes du Midi, que je suis entre autres, pas que, mais ça en fait partie. Donc voilà, pas mal d'éléments philosophiques, politiques et historiques, culturels aussi, identité provinciale, sa défense. Je me souviens qu'un ami sudiste, c'est Alain Texier qui avait été interviewé, qui était un traditionnaliste bien régionaliste entre autres. Sympathique auteur. J'aurais pu le croiser à la bibliothèque de Limoges, je crois à diverses reprises d'ailleurs, avec des amis. Pierre Martin. Voilà, on descend un petit peu. L'autorité, donc on voit voilà, des concentrations. Centralisation, décentralisation, tout ça, on est en plein dedans. Fédéralisme moderne, certains s'en prennent à l'Union Européenne pour l'aspect fédéral, mais vous voyez que, bien entendu, la chose, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Ça dépend, encore une fois, comment c'est fait, par qui c'est fait, certes, mais surtout, comment c'est fait. La priorité dans le bien commun, c'est toujours ça. Il faut voir la finalité, chers amis. Donc voilà, revue de Civitas, la décentralisation socialiste et libérale, une fausse décentralisation. Donc il montre la vraie, qui a été celle un peu catholique et royale et monarchiste et nationale. Je pense qu'il y a un petit peu de mots sur le pétainisme, il y a des chances. Napoléon Péra, ça c'est un petit thème à part que j'avais débusqué. En fait c'est pour dire origine occitaniste, un peu parler de tous ceux qui ont traité de la chose à raison, mais parfois avec leurs gros défauts. Donc là, on avait
l'aspect complètement... c'est même pas catholique libéral, limite. C'est vraiment l'aspect révolutionnaire, 1789, subversif. Et post-révolutionnaire, hein, donc il a connu la période surtout napoléonienne, enfin bon, le 19e siècle français, donc c'est-à-dire moult régimes et situations tumultueuses. Là aussi un petit peu aspect culturel, le sport, je vous rappelle qu'il est très bon d'être un homme de bibliothèque, mais il est très bon aussi d'être un homme de corps et d'esprit, de force, voilà, donc je vous engage vraiment à faire du sport, hein. Il y a quelques articles sur mon site sur la boxe thaï que je pratique et l'autodéfense qui m'intéresse pour les thèmes tout à fait sociologiques d'ailleurs qui environnent ce sujet, mais que je ne pratique pas directement, je préfère les sports de percussion. Donc un article sur la boxe thaï en particulier. Et la langue, voilà, aspect linguistique, hein, j'en parlais un petit peu avec les variantes dialectales. Hommage ici à François Rabelais, homme de la Renaissance, qui avait osé unifier la langue française et l'enrichir des dialectes locaux. Si bien que prenait des mots de différentes régions pour en faire une variante purement française, assez angevine, on va dire, et intégrée au dictionnaire français. Vous savez que dans les langues locales, très souvent, il y a des mots très variés pour parler d'une table, d'un champ, ou de la pluie. Au Limousin, on dit ça brimouille. Je sais que des tas de régions ont des formules tout à fait différentes pour le dire. Petit article, passe-partout, je le mets dans l'onglet midi, parce qu'il faut avouer que mon chemin de Saint-Jacques, c'est en grande partie dans le sud de la France, il y a encore plus de points, et en Espagne. D'ailleurs d'abord en Espagne, même si on peut remonter jusque Normandie, Bretagne, Mayenne et tout ça, hein, et pas de problème. En plus, voilà un petit ouvrage de Léon de Grelle en la matière. Côté poétique, militant, je vous invite vraiment à faire ce type de pèlerinage, de procession. Ça permet de rencontrer du monde et d'honorer le bon Dieu. Je suis en particulier limousin, comme vous avez peut-être pu peut-être pas le remarquer physiquement car je ressemble à mon père qui était plutôt du Tarn, mais ma mère est 100% limousine, comme une vache limousine, et j'ai bien plus pratiqué cette région depuis l'enfance, notamment durant de nombreuses vacances surtout. J'ai grandi en milieu parisien francilien. Donc voilà, petit éloge de la culture limousine en particulier, ça m'est arrivé de faire divers articles comme ça sur les petites vies des Limousins, en sachant que, comme je vous disais, Limoges était la capitale religieuse, donc il y avait vraiment de quoi faire, hein. Là, cet ouvrage est vraiment très bien sur les ostensions limousines, qui est une pratique, une procession qu'il y a dans les villages tous les 7 ans. Là, vous avez un nombre de saints qui ont souvent donné leur nom aux communes, d'ailleurs. Également l'émeute de Mémac, un petit fait historique, hein, vive Louis XVII, vive la religion, vive nos prêtres, ça c'est amusant, un aspect contre-révolutionnaire du Limousin qui est connu avec le sud-ouest en général, au sens large, la Nouvelle-Aquitaine on dirait aujourd'hui, ce qui n'est pas un titre trop déconnant, voilà, qui est très rouge depuis le 19e siècle, hein. Les philosophies socialo, marxistes, communistes, etc. ont beaucoup marché, hélas, l'anticléricalisme, ces choses-là. Donc voilà, on a un petit aspect vendéen local qui vaut ce qu'il vaut. Saint Martial, apôtre de l'Aquitaine, hein, évidemment, on ne le présente plus, c'est celui qui avait évangélisé tout le sud-ouest. Robert Joudroux, donc c'est amusant parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça et que les gauchistes le détestaient, hein, il tenait une revue et de bons éléments doctrinaux. Donc un ami m'en avait parlé et je m'étais dit tiens, on va en profiter pour faire un petit dossier. Les postillons du Limousin, donc ça c'est un petit livre qu'il y avait sur la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy, soit l'État français du maréchal Pétain. Là, vous avez un petit cas local, voilà, avec une structure qui s'était faite. Un philosophe, l'abbé Joseph Roux aussi, intéressant. Là, vous avez plein de petites séries d'aphorismes, donc tout à fait simple à lire, et pas du tout cantonné à une région. Vous pouvez le lire comme vous le voulez. Nous disions donc que nous n'étions pas séparatistes, donc pays d'Oil et pays d'Oc, on peut dire aussi le septentrion, et le midi, d'ailleurs, quand on emploie l'expression de midi, c'est le midi de la France, donc ça veut dire que c'est pas séparatiste, quand on le dit comme ça, voilà, une petite distinction qui se dit, qui est établie par Dante, d'ailleurs, puisqu'on dit langue d'Oil, c'est le oui, le salut, dans l'ordre de la France,
Languedoc, Languedoc d'ailleurs, on ne prononce pas vraiment le C pour ce qui est de l'occitan, sauf peut-être certaines variantes. Donc voilà, bref présentation. Éléments culturels, quasiment pour finir, quelques musiques médiévales provinciales, voilà, les petits chants d'éloge des saints, ou encore Richard Cœur de Lion aussi, voilà, on aurait pu parler de Éléonore d'Aquitaine et tout ça. Aspect historique. 2 dossiers pour finir, un petit peu à part, mais pas tant que ça. L'homme, la race et l'État méditerranéen, de l'Orient et de l'Occident, donc le commerce un petit peu. Vous savez que l'islamisation de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, a fermé la Méditerranée vers le 6-7e siècle. D'où Charlemagne, en fait, le besoin d'une unité européenne et chrétienne pour s'unifier et pour contrecarrer un peu les soucis qu'il y a en Méditerranée que nous on connaissait pas avec le Mare Nostrum de l'Empire romain. Donc petit à petit, voilà, Charlemagne définit son point fort à Aix-la-Chapelle. La puissance européenne se déplace plus dans le nord, là où elle a été dans l'Antiquité, complètement dans le bassin méditerranéen, etc. Le monde hellénique, grec, l'Empire romain, et j'en passe. À partir de là, vous avez voilà, ce glissement progressif, et au 19e siècle, c'est définitivement perdu pour le Sud. C'est vraiment le Nord qui est industriel et puissant, même pour Amérique du Nord face à l'Amérique du Sud. Et également États-Unis du Nord contre les États-Unis du Sud, dit sécessionniste, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, Espagne et Europe. L'Espagne a été un pont qui a mené... nous sommes plus surnaturalistes grâce à cela. C'était avant les musulmans qui étaient un peu plus rationalistes. Et en fait, le fait d'avoir redécouvert notre culture, même si Aristote au Mont-Saint-Michel, Guggenheim en témoigne, nous n'avons pas totalement oublié notre culture, mais avec les saisies de la caserne de Tolède, en fait, l'Espagne a pu permettre un renouveau de tout ce qui était aristotélicien, grec, etc. De même que, par exemple, à la Révolution française, on a perdu le thomisme. Et Léon XIII, dans Aeterne Patris, l'encyclique le réactive. Donc là, on se recentre, si bien que l'école un peu antilibérale, Monseigneur Gaume, Monseigneur Delassus, comme ils sont plus augustiniens, ils peuvent paraître assez surnaturalistes. Donc voilà, là j'en glisse une, c'est mon côté virtuose du logos, hein, c'est gratuit. Donc voilà, ça retraite un petit peu du sud de la France avec les Cahiers du Sud, donc une bonne revue là aussi avec des bons éléments. L'idée félibrienne, hein, on retrouve tout à fait des thèmes qui nous plaisent. Voilà, petite recherche, j'avais cité Benito Mussolini hein, sur la race indo-européenne, on se fait plaisir, race indo-européenne et méditerranéenne pour le coup. Et ici, donc, moi qui parlais d'Espagne, et ce n'est pas si loin pour le midi de la France, l'occitan d'ailleurs est une langue à part entière, hein, je tiens à le souligner, bien que ça puisse ressembler un petit peu au français, à l'italien et à l'espagnol. On dirait un peu une langue entre les trois, ce qui est logique en même temps, avec les frontières naturelles que sont les Pyrénées et les Alpes. Il y a quand même une petite distinction à faire, mais vous avez la méthode assimile qui est tout à fait intéressante là-dessus. Hein. Vous avez le grec ancien, le latin antique et ecclésiastique, ou encore la langue des Indo-Européens, qui peuvent être intéressantes d'étudier à travers la méthode assimile. Voilà, bon, je parlais surtout de l'occitanisme. Donc là, voilà, Alain Guy a fait un très bon travail pour montrer que la philosophie espagnole a eu un certain apport et que les préjugés médiévaux et post-médiévaux, d'ailleurs au XIXe siècle, on croyait qu'il n'y avait que le thomisme en Espagne parce qu'elle était très catholique, ce qui est vrai. Dès qu'il y a eu des soubresauts de protestants, ils ont été génocidés sur le coup, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que le protestantisme n'a pas pris pied, contrairement en France où il y a eu de grandes révoltes, ou dans les pays germaniques où la France a en plus avantagé la protestantisation en finançant les princes qui l'étaient pour déstabiliser leur royaume, le Saint-Empire romain germanique, afin de, eux, avoir un État plus souverain et gallican, n'est-il pas? Je disais donc, apport espagnol, je cite d'ailleurs Stépinac, hein, donc c'est un peu la gamme de Jean-Jacques Stormé et de Joseph Merel, qui parlait de l'Espagne en disant ils n'ont pas à rougir d'une certaine part. Vous savez que quand même 19% des mots sont influencés de la langue arabe en espagnol, c'est quand même quelque chose, mais Stépinac défend le fait qu'ils appartiennent à la civilisation européenne, qu'ils la défendent, qu'il y a eu la Reconquista et qu'ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils sont. Au contraire, c'est une variante expressive de l'Europe comme les Italiens, les Hollandais ou autres le sont.
Donc voilà, petite historique espagnole, hein, on parle toujours des sujets qui fâchent, hein, voilà, le phalangisme, ça fait plaisir de le placer. Hispanité philosophique, pour un peu décrire quel est son caractère. Ensuite, ça appartient au mouvement européen, donc on voit que en termes de pensée, que ce soit moderne, traditionnel, un mélange des deux ou pas, je vous invite là à découvrir d'ailleurs Ortega y Gasset. Je l'avais relayé tout récemment, c'est encore en première page de mon site avec Spengler, ce qui est autre chose là, c'est plus côté germanique que anglo-saxon, si je ne m'abuse. Voilà. Avec le brave Lovecraft d'ailleurs. Le rôle de la pensée française vis-à-vis de celle espagnole. Ouais, la pensée française, de même que les Romains ont assimilé la culture grecque pour l'universaliser et la propager, et en l'assimilant, ils retirent tout le caractère particulier, ce qui fait que ça s'adresse à tous les hommes. C'est un discours universel, c'est moins particulier de parler d'un cas grec précis, d'une cité grecque. Là, on s'adresse à tout le monde. Et bien, l'aspect français, c'est aussi ça, au niveau de la littérature, avec le roman de la Rose depuis la période médiévale, renaissante, on se centre vraiment sur le fait de parler, notamment quand on parle des sentiments, en fait, ça parle à tout le monde. C'est pour ça que les chansons modernes de pop ou tout ce que vous voulez, très souvent parlent de l'amour. Ça parle à tout le monde. Vous pouvez faire un nombre de vues très conséquent, puisque n'importe qui est concerné, en quelque sorte. Donc voilà, ça passe partout. Voilà cette belle documentation. Donc j'avais parlé du phalangisme, c'est tout simplement parce qu'il y avait le bouquin sur Ledesma Ramos, qui a été un proche. Il y a eu quelques conflits avec José Antonio Primo de Rivera. Donc cet ouvrage, je vous le recommande aussi vivement. Vraiment les 4 qui sont ici présents, plutôt les 3, puisque je cite un document par lui-même. Sont fort intéressants. Vous avez pu apprendre qu'au Limousin, il n'y avait pas que des rouges, que du maquis gaulo-communiste, surtout communiste, qui était plus pro-soviétique que patriotique, puisqu'il faisait des actes terroristes en espérant être soutenu par la Russie, et récupérer ainsi l'État contre le maréchal Pétain. C'est ça la réalité historique, hein, plus que du patriotisme. Voilà, vous remarquerez aussi qu'entre Pays d'Oil et Pays d'Oc, il y a une frontière naturelle. Vous avez tout de même le Massif central et la Loire, et la région du nord du Limousin qui s'appelle la Marche. Même en Autriche, vous avez une région de ce nom-là. En fait, ça signifie la frontière. Et il y avait en quelque sorte une frontière linguistique. À la Marche même, c'est une langue d'oc un petit peu influencée du nord, puisqu'il y avait du commerce, pas mal d'échanges. Mais pour le reste, vous avez vraiment la séparation des langues, des ethnies, de la culture à ce moment. Petite précision, dédicace à Richard. Bien qu'Anglais a eu plus de mérite que Philippe Auguste, qui lui a défait son serment en repassant par le pape, son serment de croisée. Et en revenant en France, qu'est-ce qu'il fait ? Il mire sur les domaines du pauvre Richard Cœur de Lion, qui est le seul à représenter en Terre Sainte et de toutes ces conquêtes environnantes, en sachant que Frédéric Barberousse du Saint-Empire romain germanique est décédé assez vite, ce qui laissait Richard Cœur de Lion assez seul face à Saladin le Sarrasin. Chers amis, je pense avoir tout dit et je vous dis à très bientôt. Le fasciste de ce siècle